Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment j'ai augmenté ma testostérone libre de plus de 150%. Donc, je suis passé de 8 picogrammes par millilitre à 25 picogrammes en quelques mois. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement tout ce que tu vas devoir mettre en place et ce que j'ai mis en place et ce que je respecte tout le temps pour avoir une testostérone qui carbure. C'est exactement ce protocole que j'applique auprès de tous les hommes que j'accompagne pour permettre rapidement d'augmenter la testostérone, mais surtout d'améliorer la sensibilité des récepteurs androgéniques parce que c'est pas tant la quantité de testostérone que la sensibilité de ces récepteurs, donc la capacité qu'ils ont à bien assimiler la testostérone qui est importante. Ok, donc aujourd'hui, tout ce que je vais te parler, ça va te permettre d'avoir les mêmes résultats que les miens et d'avoir du coup des érections beaucoup plus dures, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de libido, perdre du gras plus facilement. Bref, tu vas pouvoir améliorer la capacité de ton corps à produire de la testo, mais également comment bien l'assimiler. Donc reste bien jusqu'au bout. À la fin, tu sauras exactement tout ce qu'il faut faire. Alors avant que je rentre dans le détail du protocole, je vais déjà t'expliquer pourquoi je me permets de parler de tout ça. Moi, pendant des années, j'ai eu des gros problèmes de testostérone. J'ai eu des gynécomasties à l'âge de 14 ans, donc j'ai vu un médecin, on m'a même touché les testicules pour voir si j'avais pas une anomalie de ce côté-là. Donc super, je vous raconte pas la gueule que je faisais quand mon médecin m'a dit allez baisse la culotte. Bref, petit aparté. Donc gynécomastie, on m'a dit que c'était normal, que ça pouvait arriver avec l'âge et c'est vrai qu'avec l'augmentation hormonale qui est drastique, l'augmentation de la testostérone notamment, il peut y avoir une suractivité temporaire de l'aromatase qui est une enzyme qui convertit la testo en œstrogène. Donc c'est vrai que ce phénomène arrive souvent à l'adolescence, mais après ça rentre dans l'ordre et les gynécomasties partent. Une gynécomastie, je vous mettrai une photo à l'écran, c'est une hypertrophie du tissu mammaire, ok, qui est stimulé par beaucoup trop d'œstrogène. Clairement, j'avais des seins qui commençaient à pousser. Donc 14 ans, on me dit que c'est normal, ça part jamais. 16 ans, première opération chirurgicale, parce qu'une fois qu'une gynécomastie est installée, elle ne peut pas partir. Il faut forcément du coup l'enlever au travers d'une chirurgie. Je continue ma vie, tout ça. 18 ans, je commence déjà à avoir libido faible, contrairement à mes potes qui avaient toujours envie, qui avaient plein de conquêtes. Moi, c'est un peu calme de ce côté-là. Et puis après, très vite, j'ai vécu des pannes érectiles. Donc j'ai consulté des médecins qui m'ont dit que c'était dans ma tête et que rien n'était alarmant. Alors là, j'ai fait mes premières prises de sang et le problème que j'avais, c'est que ma testostérone totale était au-dessus de la moyenne. Donc du coup, les médecins me disaient, regardez, votre testostérone est même au-dessus de la moyenne, c'est dans votre tête, monsieur. Et donc moi, j'étais très jeune quand on m'a prescrit du tadalafil. Hors de question pour moi de prendre ça. Donc je continue ma vie, 22 ans, deuxième gynécomastie. Là, je me dis, putain, il y a vraiment un problème. Donc au sein droit cette fois. Et là, je suis allé faire des prises de sang approfondie, pareil, taux de testostérone total au-dessus de la moyenne. Monsieur, c'est dans votre tête, il n'y a pas de problème. J'en ai eu plein le cul, j'ai vu un autre andrologue, pareil, même cinéma, vous êtes trop jeune, on peut pas faire grand chose, votre testostérone est bonne. Et là, j'en ai eu marre. Donc j'ai consulté des spécialistes au Canada et aux US et j'ai investi dans des formations pour comprendre ce qui se passait. J'ai investi en tout plus de 20 000 € sur plusieurs mois dans ma formation pour comprendre ce qui se passait au niveau du système hormonal, l'endocrinologie. Notamment, je me suis fait accompagner de pas mal de bodybuilders qui avaient un très bon niveau et qui sont extrêmement bons en chimie par leur utilisation de stéroïdes anabolisants. Donc tout ça, ça m'a coûté cher. Je me suis passionné, j'ai adoré, j'ai lu tout ce que je trouvais. Donc j'ai fait des prises de sang approfondies qu'un expert m'a fait faire au Canada. Et là, bingo, j'avais une hyperprolactinémie, hyperœstrogénie et ma testostérone libre, celle qui est vraiment assimilée par les cellules, était anormalement basse. Donc 8 picogrammes par millilitre, c'est l'équivalent d'un taux de testostérone d'un homme de 60 ans. Donc et encore même certains hommes ont plus de testostérone que ça. Donc moi, il était là le problème, c'est que j'avais une bonne testostérone totale, certes, mais la testostérone totale, elle est liée à 90% à la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, donc c'est une protéine de transport qui se lie à la testostérone et qui l'empêche de faire son action. L'albumine, c'est pareil, mais c'est juste qu'on a beaucoup moins d'albumine qu'on a des SHBG. Donc moi, toute ma testostérone totale, ça explique pourquoi elle était très très bonne, même au-dessus de la moyenne, mais qu'en fait, il y a très peu de mes cellules qui pouvaient assimiler cette testostérone parce que j'avais trop de protéines de transport, donc notamment la SHBG et l'albumine, comme je vous disais. C'est pour ça que ma testostérone libre était beaucoup trop basse. Mais également, j'avais, comme je vous disais, une hyperprolactinémie. La prolactine, c'est vraiment l'hormone anti-libido, anti-érection. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'avais des problèmes érectiles. C'est pas tant que ma testostérone libre était trop basse, bien qu'elle l'était, mais c'est aussi que la prolactine, c'est vraiment l'hormone anti-érection, comme je vous disais. C'est cette hormone qui est responsable du réflexe réfractaire après un rapport quand vous venez d'éjaculer. Ok, donc c'est à cause de cette prolactine que vous n'arrivez pas à repartir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui me contactent et j'accompagne de nombreux hommes qui ont ce problème-là, qui n'ont pas forcément de panne érectile à proprement parler au début. Ils arrivent à avoir le premier rapport. Par contre, dès qu'ils éjaculent, c'est terminé, pas de deuxième round, même s'ils attendent 30 minutes, 1 heure, ça ne repart pas. Et en fait, prise de sang, quand on approfondit tout ça, hyperprolactinémie également. Donc le rôle au travers de mes protocoles, ça va être de venir réguler ça. Bref, je reviens à mon histoire. Donc moi, j'avais une hyperprolactinémie qui causait tous ces problèmes d'érection. La prolactine vient inhiber la GnRH par l'hypothalamus. L'hypothalamus sécrète cette GnRH qui est une hormone qui vient
stimuler après l'hypophyse, et l'hypophyse qui va créer l'ALH et la FSH. L'ALH après va aller stimuler les cellules de Leydig, qui se trouvent dans les testicules pour produire la testostérone. Sauf que si on inhibe la GnRH à cause d'une hyperprolactinémie, une prolactine qui vient empêcher la production de GnRH, ben on a moins de signal de LH et moins de LH vers les testicules, moins de testostérone produite. Et en plus de ça, la prolactine va vraiment inhiber la réponse androgénique et inhiber les récepteurs androgéniques comme je vous parlais tout à l'heure. Bref, c'était un sacré bordel. En quelques mois, donc avec tout ce que j'ai appris, les différents protocoles que j'ai pris à droite à gauche avec les experts, les formations dans lesquelles j'ai investi, j'ai mis en place des protocoles de micronutrition, des plantes adaptogènes, je me suis formé à l'alimentation anti-inflammatoire, pro-testostérone également, et en quelques mois, j'ai pu augmenter ma testostérone libre de plus de 150% et venir réguler drastiquement ma prolactine. Donc j'ai pu retrouver des érections fiables, stable, il n'y avait rien qui était dans ma tête, c'était juste physiologique en fait. Donc dès qu'on approfondit aux prises de sang, c'est-à-dire ce que je fais maintenant avec tous mes patients, on se rend compte, ok, il y a ça qui va pas, donc il va falloir réguler. C'est pour ça que parfois on me demande, ouais, quel protocole tu utilises? Ça dépend, moi je peux pas te donner un protocole sans en savoir beaucoup plus sur toi, tout est personnalisé. Il faut vraiment qu'on traite, bien sûr on traite des symptômes, mais moi j'appuie toujours avec des prises de sang approfondies pour voir d'où vient le problème, même si les schémas se répètent. Maintenant je vois très rapidement par rapport aux symptômes de la personne et son hygiène de vie d'où peut venir le problème. Bref, tout ça pour en revenir à mon histoire. En quelques mois, j'ai pu augmenter ma testostérone libre. Il y a tout qu'à changer, vraiment les érections matinales très fréquentes. Donc voilà, ça a tout changé au niveau de mes rapports sexuels. Je pouvais faire plusieurs rounds à nouveau. Donc voilà, et ça, c'était dû à un équilibre hormonal rétabli. Et maintenant, je vais vous parler du fameux protocole qu'il faut mettre en place. Premier pilier, alimentation pro-testostérone. Qu'est-ce que j'appelle une alimentation pro-testostérone? C'est une alimentation qui va être riche en micronutriments, mais également anti-inflammatoire. En fait, on va mettre en place les deux dans tous les cas. C'est un peu la même chose. Une alimentation ne peut pas être pro-testostérone si elle est inflammatoire. Qu'est-ce que j'entends par inflammatoire? Il faut dégager tout ce qui est huile de graines, tout ce qui est transformé. Tout ça, c'est de la merde. Ça dégage. On mange bio autant que faire se peut. Pas mal de légumes verts. Je vous ai mis des aliments à consommer absolument tous les jours. Je vais également vous donner potentiellement les quantités que vous pouvez manger. Donc la viande rouge issue de bœuf nourri à l'herbe, c'est hyper important parce que le bœuf nourri à l'herbe va donner une viande extrêmement riche en oméga 3 parce que pourquoi nourri à l'herbe, grass-fed en anglais, c'est parce que dans l'herbe, il y a beaucoup d'oméga 3, mais d'oméga 3 végétaux, que nous ne pouvons pas assimiler. Et en fait, la vache, elle, en mangeant l'herbe, elle va être capable de convertir ces oméga 3 végétaux en oméga 3 animaux, donc EPA, DHA, qui sont extrêmement bénéfiques pour notre santé cardiovasculaire, pour le cerveau, mais également pour une bonne production de testostérone et une bonne santé mitochondriale. Viande rouge issue de bœuf nourri à l'herbe tous les jours, minimum 200 grammes, 2 à 3 fois par semaine, manger du foie de veau. Les abats sont extrêmement riches en zinc biodisponible, en fer héminique, donc la forme la plus assimilable du fer, contrairement aux lentilles qu'on appelle un fer non héminique, qui est très peu absorbé. Donc ça dégage, à part si vous avez un problème de fer génétique, ce qui peut arriver dans un certain pourcentage de cas. Dans ce cas-là, faites un peu plus attention aux abats, mais ça encore une fois, on l'explore aux prises de sang. Viande rouge, minimum 5 fois par semaine. Moi personnellement, j'en consomme tous les jours, je mange plus de poulet du tout. Du poulet bio, vous pouvez en manger de temps en temps. C'est pas riche en micronutriments. Certes, il y a des protéines, mais si on parle de micronutriments, la macronutrition, donc les calories, c'est bien pour la composition corporelle. Si vous voulez un système hormonal en bonne santé mitochondriale, c'est là qu'on s'intéresse à la micronutrition, donc tout ce qui est vitamines, oligo-éléments et minéraux. Donc la viande rouge, un super aliment. Enfin, également, les œufs biologiques entiers, 4 à 5 entiers tous les matins, très riches en graisses saturées, en cholestérol, en choline. La testostérone est produite à partir du cholestérol, donc il ne faut absolument pas éviter le cholestérol, bien au contraire, c'est vraiment votre ami. Voilà, 5 œufs bio entiers tous les jours. Également, noix du Brésil, je vous en conseille 3 à 4. De bon matin, c'est extrêmement riche en sélénium, un oligo-élément qui va être essentiel pour une bonne fonction thyroïdienne. L'huile d'olive biologique, première pression à froid, dégager tout ce qui est huile végétale, donc colza, tournesol, toutes ces merdes, ça dégage, canola, tout ça, je veux pas en entendre parler. Huile d'olive biologique uniquement, vous pouvez utiliser le beurre clarifié pour la cuisson, du beurre pourquoi pas également. Vous pouvez également consommer du comté. Comté, plus il va être affiné, plus il va être riche en zinc également, donc très riche en micronutriments le comté. Vous pouvez en consommer 20, 30, 40 grammes par jour sans problème. Faites juste attention, c'est très riche en lipides, donc ça peut également faire exploser votre total
calorique, donc en fonction de votre objectif physique. Voilà, on a fait à peu près le tour d'alimentation pro-testostérone. Je conseille en termes de glucides, pain au levain pour le petit déjeuner, et sinon privilégier les patates douces, les pommes de terre, le riz basmati, pourquoi pas biologique aussi, parce que le riz basmati, s'il n'est pas bio, souvent il vient de pays qui traitent énormément le riz à l'arsenic, qui est un puissant perturbateur endocrinien, donc qui va venir vraiment interagir avec vos hormones, inhiber les récepteurs androgéniques et favoriser l'expression des récepteurs œstrogéniques. Et donc on a moins de masculinisation et plus de féminisation à cause de cette suractivation des récepteurs œstrogéniques. Donc les perturbateurs endocriniens, vraiment on évite ça. J'en parlerai plus en profondeur dans ma vidéo sur les récepteurs androgènes, où je vais parler de perturbateurs endocriniens. Également micronutrition, donc il y a des compléments alimentaires qu'il faut absolument prendre tous les jours, tout le temps. Vitamine D3 plus K2, toujours prendre le K2 pour bien fixer le calcium au bon endroit, ok. D3 entre 5 à 10 000 unités par jour, ça peu importe où vous vivez. Si vous vivez dans un endroit qui est peu ensoleillé, vous pouvez facilement monter à 10 000, il n'y a pas de souci. Du bore, c'est pareil, un minéral qui permet de délier la SHBG de la testostérone totale pour avoir plus de testostérone libre. Donc grâce au bore, vous allez augmenter votre testostérone libre et donc forcément plus de testo assimilable par vos récepteurs androgéniques. Zinc bisglycinate, pareil, il compose carrément les récepteurs androgéniques. Donc une déficience en zinc, et d'ailleurs beaucoup des hommes aujourd'hui sont carencés parce qu'ils mangent plus assez de viande rouge, ou alors ils mangent de la viande de merde, de la charcuterie, tout ça qui contient pas de zinc. Par contre, c'est blindé de nitrite, que de la merde. Donc voilà, supplémentation en zinc. Vous cherchez minimum l'apport journalier, donc je crois qu'on est à 15 mg. Bref, vous pouvez prendre un complément de zinc, consommer des huîtres de temps en temps et surtout consommer de la viande rouge, comme je vous ai dit, quotidiennement pour apporter assez de zinc biodisponible. Magnésium, pareil, à prendre le soir avant de dormir. J'ai pas mis non plus l'ashwagandha. Il y a pas mal de plantes adaptogènes, pardon. Je ferai une vidéo spécifique à ce sujet, mais ça vient vraiment dans un second temps. Avant d'implémenter les plantes adaptogènes, c'est d'abord alimentation, micronutrition avec des compléments alimentaires, pratique de la musculation, je vais y venir juste après. Et dans un dernier temps, on pourra peut-être inclure et implémenter des plantes adaptogènes. Créatine, donc label Créapure, absolument, c'est-à-dire qu'elle est produite en Allemagne. C'est un label qui garantit une haute qualité de créatine. La créatine va favoriser l'activité de la 5-alpha réductase. C'est une enzyme qui convertit la testo en DHT. La DHT, pour dihydrotestostérone, c'est la forme la plus androgénique et la plus puissante de la testostérone. Ok, donc vous voulez plus de DHT, c'est elle qui est responsable, qui va être beaucoup plus active sur les récepteurs androgéniques, donc meilleure érection, plus de libido, plus de motivation. La DHT, c'est beaucoup plus puissant que la testostérone. D'ailleurs, si on devait s'intéresser à une seule hormone, ce serait vraiment la DHT. C'est elle qu'on cherche à optimiser, mais forcément, plus on optimise notre testostérone, plus on va optimiser l'activité de la 5-alpha réductase, donc pour convertir la testo en DHT. Donc plus de testo, si vous respectez tout ça à la lettre, vous aurez également plus de DHT. C'est ce qui nous intéresse. Mais ce qu'on met en place pour optimiser la DHT, c'est exactement la même chose que ce qu'on met en place pour optimiser la testo. Donc tout ce que je vous partage dans cette vidéo, honnêtement, c'est de l'or. Appliquez tout ça, je peux vous assurer que vous allez voir une différence sur votre niveau d'énergie, la qualité de votre sommeil, votre énergie dès le réveil, la qualité de vos érections, la fréquence des érections matinales. Vous allez voir une vraie différence. Donc prenez des notes, marquez bien tout ça et je peux vous assurer que si vous respectez tout, vous verrez une grosse différence dès les prochaines semaines. Donc voilà, la Créapure permet d'augmenter la conversion de la testo en DHT. Également, troisième pilier, entraînement en musculation minimum 3 fois par semaine. Donc privilégier des séances assez courtes, hein, pas dépasser 1h10. Donc, également faites plutôt de la force. Donc entre 6 répétitions et 10 répétitions, ça va également démultiplier le nombre et la densité de récepteurs androgéniques. Et en plus de ça, ça a été montré comme augmentant la testostérone sérique, donc la testostérone qui circule dans le sang. Donc si vous faites 3 séances de musculation en favorisant d'ailleurs les muscles qui contiennent beaucoup plus de récepteurs androgéniques, donc avec une plus forte densité de récepteurs androgéniques, je pense aux épaules, pectoraux, il y a les trapèzes aussi, qui sont les premières zones qui vont s'hypertrophier chez quelqu'un qui prend des stéroïdes. Ok, donc n'hésitez pas à travailler les jambes minimum 2 fois par semaine aussi. Il y a une grosse réponse anabolique. D'ailleurs moi, quand j'ai des érections matinales, enfin celles qui sont le plus dures, c'est toujours le lendemain de mes séances jambes. Donc 2 fois par semaine, ça c'est non négligeable. Je peux vous assurer que si vous respectez tout ça, vous allez voir une grosse différence sur vos performances sexuelles, messieurs. Croyez-moi. Si ça vous a aidé, lâchez un petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Parfois, je bégaye parce que je veux parler trop vite. En plus, certainement que ce matin, j'ai pris un peu trop de café. D'ailleurs, café, ne jamais consommer après 13 heures parce que ça peut durer jusqu'à 10 heures dans l'organisme. Donc même, tu peux t'endormir et pourtant avoir une profondeur du sommeil altérée sans que tu t'en rendes compte. Et ça peut durer des années et ça accélère le vieillissement. Mais en plus de ça, tu as moins de production de testostérone parce que la testostérone est produite pendant
le sommeil profond. Donc tu te doutes bien qu'au fil des années, si tu as moins de sommeil profond, bah, ta testostérone va chuter beaucoup plus rapidement que la norme. Donc le sommeil, ça va être également une priorité. Donc essaie de te coucher à la même heure et de te lever à la même heure. Ça permet de régler ton horloge interne. La production de testostérone suit ton rythme circadien. Plus tôt tu arrives à te coucher, le sommeil récupérateur est vraiment avant minuit. Valorise le sommeil avant minuit, de te lever aussi à la même heure. Ça va te permettre d'avoir une bonne production de testostérone et cortisol le matin et donc une meilleure production de mélatonine le soir qui est l'hormone de l'endormissement. Donc voilà un petit peu sur le sommeil. Évite les lumières bleues 30 minutes avant de te coucher. Les lumières bleues inhibent la mélatonine. Sans mélatonine, tu t'endors difficilement, donc la qualité de ton sommeil derrière est altérée. La mélatonine, c'est hyper important, donc mets le night shift sur ton téléphone et puis favorise des activités calmes, lecture, respiration par le ventre. Également pour 30 minutes, 1 heure avant d'aller te coucher, il faut vraiment que tu t'apaises et que tu actives ton système nerveux parasympathique qui est le système nerveux qui va favoriser le calme et donc l'endormissement. Je ferai une vidéo plus complète sur le sommeil. En tout cas, si vous avez des questions sur tout ce que je viens de voir, n'hésitez pas. Abonnez-vous encore une fois parce qu'il y a du lourd qui s'en vient. Ça y est, là, j'ai envie de publier beaucoup plus sur YouTube et de parler de ce qui me passionne parce que j'ai conscience de l'impact que ça a eu sur ma vie et sur tous les hommes que j'accompagne. Donc maintenant, j'ai envie de partager tout ça gratuitement et sur du contenu un peu plus long et un peu plus éducatif. Donc mets un petit j'aime, abonne-toi et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine masterclass full testo. Ciao, ciao.